Bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. En ce 9 avril 2026, on se parle de collecte et partage de données liées à l'insécurité alimentaire vécue à Montréal. Ce webinaire est réalisé en collaboration avec la Direction de la santé, la Direction régionale de santé publique de Montréal, la table de quartier du sud de l'ouest de l'île, la table de quartier du nord de l'ouest de l'île et Solidarité Annecy. Donc, qu'est-ce que l'espace cuisine? C'est un projet qui vise à rassembler les personnes qui travaillent en sécurité pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et Montréalais. Le projet vise à se partager des outils, des bonnes pratiques, des leçons apprises qui sont issues des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais, particulièrement des personnes en situation de précarité économique. Donc, c'est pas parce que l'espace cuisine n'est pas montréalocentriste, donc on accepte et on apprécie, on accueille les gens de toutes les régions et même de partout dans le monde. L'objectif de l'espace cuisine, c'est de contribuer au partage de la compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire et l'insécurité alimentaire, de promouvoir des approches porteuses qui visent à réduire l'insécurité alimentaire puis répondre aux besoins en alimentation de toutes et tous. On veut renforcer la coopération des acteurs et actrices qui œuvrent en sécurité alimentaire puis dans les systèmes alimentaires euh, locaux. Puis ces échanges visent à harmoniser notre travail pour qu'on ait des systèmes alimentaires locaux durables, résilients, inclusifs, qui soient florissants à Montréal. Donc, le projet permet de mobiliser 850 personnes qui sont inscrites à la liste d'envoi. On a réalisé plus de 40 webinaires participatifs depuis 2020. Puis tous ces webinaires sont organisés en collaboration avec des organismes qui œuvrent pour lutter contre l'insécurité alimentaire puis renforcer les systèmes alimentaires locaux à Montréal et ailleurs dans le monde. Donc aujourd'hui, qui est présent? On a des gens de CIUS, des gens de Moisson Montréal, de l'Accueil Bono, des gens d'organismes en sécurité alimentaire, des gens de la recherche aussi, l'Université de Montréal, même des centres de services scolaires. Donc, c'est ça le but, l'objectif d'Espace Cuisine, c'est de rassembler des gens d'un peu plus, d'ensemble des secteurs qui s'intéressent à mieux répondre aux besoins en alimentation des Montréalaises, des Montréalais et de toutes et tous. Donc, ce webinaire aujourd'hui qui parle de collecte et partage de données liées à l'insécurité alimentaire vécue à Montréal, ben, on va avoir Sophia Scurali de la Direction régionale de santé publique, Marie-Hélène Benoît de la table de quartier du nord de l'ouest de l'île de Montréal, Roxana Solerou de la table de quartier de l'ouest de l'île de Montréal et Alexandre Chanadi et Laurie Tremblay de la Maison du Monde qui est liée à Solidarité Untic. Donc, le but d'aujourd'hui de ce webinaire, c'est de comprendre quel usage qui est fait des données, puis c'est quoi les besoins non comblés par rapport aux données liées à l'insécurité alimentaire. Donc, on a la Direction de la santé publique qui va nous présenter les données régionales sur l'évolution de l'insécurité alimentaire depuis 2018. On a l'étape de quartier de l'ouest de l'île qui vont exposer leur initiative de collecte de données hyper locales qu'elles ont réalisées dans l'ouest de l'île. Puis on a Solidarité Antique qui va mettre de l'avant des éléments clés de la collecte de données qui est à venir sur l'écosystème alimentaire d'Antique. Puis tout ceci vise à explorer ensemble les besoins et usages potentiels des données sur l'insécurité alimentaire au niveau local puis au niveau régional. Donc, ce qui ne sera pas abordé aujourd'hui, c'est les données liées à l'aide alimentaire. Donc, tout ce qui est lié à Moisson Montréal, puis la collecte de données de Moisson Montréal, c'est quelque chose qui a quand même été mentionné lors de votre inscription quand on demandait quels sont vos enjeux vécus en lien avec les données. Euh, puis c'est donc on reconnaît l'enjeu qui est important par rapport à GoToCamp et Moisson, mais on n'est pas là aujourd'hui pour adresser cet enjeu-là. Puis ce sera donc un des éléments que je vous invite à adresser directement à Moisson Montréal ou qui pourra être abordé aussi dans une autre activité. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Sophia Scurali. Il y a eu un bug pendant l'enregistrement du webinaire. Donc, vous avez manqué la première minute de la présentation de Sophia.
quelques secondes, malheureusement, avant que j'ai lancé l'enregistrement du webinaire. Donc, je suis désolée pour ce petit glitch, mais je vous souhaite quand même une bonne écoute. Elle est plus importante chez les personnes qui vivent avec un faible revenu ou qui dépendent de transferts gouvernementaux. Fait que si on parle de gens qui dépendent des allocations familiales, de l'aide sociale, de la pension de vieillesse, etc. Euh, Ça, tu sais, c'est pas nouveau, c'est des connaissances qu'on a déjà, mais on sait que c'est à peu près, maintenant, c'est comme deux fois le plus important chez les gens qui vivent avec un faible revenu. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est quand même intéressant, puis je pense que, tu sais, ça fait au moins deux, trois ans là, que le terrain le rapporte, c'est que les gens qui ont quand même un revenu un peu plus élevé, qui travaillent, donc qui ont un revenu du marché, vivent de plus en plus d'insécurité alimentaire. Puis là, on le voit, tu sais, que ça augmente. Là, c'est les lignes pointillées en bas. Donc la différence, elle se maintient, mais les deux groupes augmentent. Ensuite, on sait que les locataires sont environ ou presque trois fois plus à risque de vivre de l'insécurité alimentaire que les propriétaires. Cet enjeu-là est évidemment amplifié par la crise du logement. Puis, les gens qui ont des besoins impérieux en matière de logement, ça, c'est un mot qu'ils utilisent là, pour, dans le fond, il est inclus là-dedans si tu payes trop cher ton logement, donc plus que 30% de ton revenu, si ton logement est trop petit pour tes besoins, si ton logement a des problèmes de salubrité, tout ça, ça rentre dans le besoin impérieux en matière de logement. Donc, ces personnes qui ont des enjeux de logement comme ça sont une personne sur deux vit de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est énorme en 2022. Encore une fois, dans tous les groupes, on voit que ça augmente. Puis, on sait aussi que les personnes qui vivent avec des incapacités et les personnes qui s'identifient comme appartenant à une minorité visible. Puis la minorité visible, c'est le titre, comment que Santé Canada, Statican utilise là, le terme, là. On pourrait dire qu'ils appartiennent à une minorité ethnoculturelle, ce serait peut-être un peu plus politically correct. Vivent aussi beaucoup plus d'insécurité alimentaire, donc sont plus que deux fois plus à risque que les gens qui n'ont pas d'incapacité et qui n'appartiennent pas à une minorité visible. Donc, encore une fois, des populations qui sont fortement touchées. Comment on se sert de ces données-là? Ben nous, ça nous permet de voir comment la problématique évolue dans le temps. Puis là, on est en 2000, on est en 2026, puis nos dernières données qu'on a, c'est 2023. Là, je les ai pas ici parce qu'on n'a pas encore pu faire l'analyse, on vient de les avoir. Fait que c'est sûr qu'on est tout le temps un petit peu en retard sur ce que vous pouvez voir sur le terrain. Mais c'est quand même un outil pour nous pour renforcer nos actions de plaidoyer d'influence politique. Donc, ça permet d'appuyer les constats du terrain avec des données. Puis ça nous permet aussi d'outiller d'autres partenaires régionaux, communautaires, institutionnels qui font le même travail de plaidoyer. L'autre chose, c'est que quand on sort des portraits comme ça, des rapports avec des données, ça nous permet de passer des fois des messages clés que c'est comme une opportunité pour réévaluer la problématique, puis passer certains messages clés, puis axer sur certaines solutions qui sont efficaces pour réduire l'insécurité alimentaire. Puis là, je vous donne un exemple dans notre dernier portrait. Je pense que c'est dans le message de la directrice ou dans la conclusion où on dit, tu sais, contrôler le coût des aliments, augmenter le salaire minimum, réduire les écarts de richesse, augmenter l'accès aux logements sociaux communautaires, augmenter l'offre de transport collectif. Toutes sont des stratégies qui permettent de répondre aux problèmes de l'insécurité alimentaire. Évidemment, c'est pas une stratégie qui va régler le problème, c'est plusieurs stratégies ensemble qui vont avoir un impact. Puis on a aussi pu amener un nouveau message qu'on portait pas avant, mais le lien entre l'alimentation, le droit et le fait que l'alimentation ne peut pas être considérée comme une simple marchandise. Les données, par exemple, ont beaucoup de limites. Donc, d'une part, il y a beaucoup de populations qui ne sont pas rejointes par les enquêtes. Par exemple, une personne qui n'a pas d'adresse, donc qui vit une situation d'itinérance, ne serait probablement pas rejointe par l'enquête canadienne sur le revenu. Une personne qui est à statut précaire, donc il n'y a pas un statut permanent, donc personne migrante à statut précaire ne serait pas rejointe. Puis il y a d'autres personnes qu'on peut penser qui sont plus désaffiliées du système, qui sont souvent marginalisées et plus à risque là, de vivre ces enjeux-là, qui ne sont pas malheureusement rejointes par les enquêtes qui sont nationales. Donc, c'est là qu'on a besoin plus d'études qualitatives, puis plus aller à la rencontre des personnes. Ensuite, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut pas faire pour la région parce qu'on n'a pas, tu sais,
un énorme N, si on veut, on n'a pas un énorme nombre de répondants. Donc, il y a certains croisements qu'on voudrait faire ou certaines analyses, mais on peut pas. Par exemple, on a la donnée pour les populations autochtones qui vivent de l'insécurité alimentaire à Montréal, mais le nombre est tellement petit qu'on peut pas la publier. Par exemple, on pourrait pas regarder, faire des croisements spécifiques, comme regarder les femmes monoparentales, est-ce qu'elles vivent plus d'insécurité alimentaire que les hommes monoparentales? On serait probablement pas capable d'avoir encore là un nombre assez grand pour pouvoir publier et analyser ces données-là. Donc, il y a quand même des limites. Puis l'autre chose, c'est qu'on n'a pas non plus un assez gros nombre de répondants pour faire des analyses à une échelle plus petite que la région. Fait que là, on a vraiment un portrait régional, mais on ne pourrait pas aller à une échelle d'arrondissement, de CIUS ou de quartier. Donc, Sophia, c'est... Oui, il y a une petite question, je me oui, permets de t'interrompre, oui, mais parfait. on demande combien de répondants en général à Montréal et au Québec? Je pense que le N, ça peut en proche de 1000 quelques, mais faudrait que je vérifie pour revenir. Puis là, je Merci. dis N, là, mais N, c'est genre ce qu'ils utilisent en recherche là, pour dire le nombre de répondants. Mais ouais, je pourrais vérifier, puis on pourrait revenir quand tu fais un courriel après le webinaire. Puis on est quand même chanceux parce qu'il y a certaines régions où il n'y a juste pas assez de répondants non plus pour faire ces analyses-là avec ces données-là. Fait que ça, c'est le fun aussi. C'est comme un privilège là, qu'on a à Montréal quand même. Donc, je vous mets deux ressources. Donc, je vous mets les deux derniers portraits qu'on a publiés, là, la santé publique. Donc, ça, c'est des données montréalaises. Ensuite, l'Observatoire québécois des inégalités a aussi publié des données, mais là, c'est au niveau québécois. Puis l'Institut de la statistique du Québec, même chose. Ils ont fait une super analyse. Ça vient de sortir avec les données de 2023. Ils peuvent aller faire un peu plus de croisement puis un peu plus de détails parce que là, on a un peu plus un grand nombre. Fait que ça aussi, c'est super intéressant. Puis, tous nos travaux, l'idée derrière ces travaux-là de portrait, ça s'est basé sur euh, une chaire de recherche là, en sécurité alimentaire qui s'appelle Proof, qui est basée à Toronto, puis qui fait beaucoup de travaux dans le même sens, mais vraiment au niveau canadien. Fait que là, encore là, ils peuvent aller un peu plus dans le détail, puis eux, ils font beaucoup, beaucoup de plaidoyer. Donc, voilà, fait que c'est fini, si vous avez des questions. Je sais pas si c'est les questions là ou à la fin. Ben, c'est pas mal. Non, ça peut être maintenant s'il y a des questions de clarification. Puis je pense que toi, tu avais des questions aussi à poser Oui. aux gens. Donc, si les gens ont des questions, pour l'instant, il n'y a pas de main levée, mais on vous invite à lever la main puis à les poser à Sophia s'il y a quoi que ce soit qui n'était pas clair dans sa présentation, qui était, mon Dieu, très clair, très succinct. Parfait. Merci, Sophia. J'ai mis les liens des documents dans le chat pour tout le monde, puis ils seront aussi envoyés par courriel. Fait que là, Sophia, tu avais des questions à poser aux gens. Oui, ben moi, je veux savoir, ben, est-ce que vous connaissez ces données-là, ces portraits-là, ces rapports-là? Est-ce que vous avez déjà vu ça passer ou pas pantoute? Puis si oui, est-ce que vous les utilisez? Est-ce que ça vous sert un peu dans vos actions de plaidoyer ou est-ce que c'est encore une fois trop régional, puis finalement, ça vous amène pas grand-chose? C'est sûr que, tu sais, nous, on Ça, va c'est continuer à en produire pour nous, mais après ça, c'est plus dans la diffusion, tu sais, c'est pour voir comment on peut améliorer nos pratiques, là. Fait que s'il y avait des gens déjà qui avaient des commentaires à dire dans ce sens-là, on pourrait explorer vos réponses tout de suite. C'est sûr qu'on va y revenir après toutes les présentations, mais je voulais déjà ouvrir le micro s'il y avait des gens intéressés. Puis s'il y a des gens qui sont plus gênés, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat. Et s'il y a des gens qui aiment ça faire trois choses en même temps, ben, je vous donne accès aussi à un tableau blanc interactif. Puis c'est là que euh, ben, on va pouvoir. Ah, on a Yann du Club des petits déjeuners qui a levé la main. Salut Sophia. Ben Bonjour. oui, ben pour répondre à ta question, je suis un petit peu biaisé parce que on s'est jamais rencontré, mais je travaille à la DRSP aussi. Fait que tu sais, j'étais au courant des portraits qui se passaient, tu sais, toutes les fiches qu'on a sorties. Puis là, je suis sur un contrat temporaire avec le Club des petits déjeuners. Puis on en est à la distribution de fonds dans le fond, subventionner des projets en alimentation scolaire, tout en infrastructure et tout. Puis j'ai trouvé que les fiches ont quand même été pertinentes, puis ce type de données-là sont pertinents, puis j'en ai pris une coupe en note là, pour pouvoir les inclure dans des rapports qu'on a à faire là, à Agriculture Canada.
Parce que, tu sais, on a des critères sur lesquels on se base en tant qu'organisation pour distribuer X montant à X population, X territoire à travers le Canada. Puis, on le sait là, sur le terrain que c'est pas égal, mais c'est difficile de le mesurer, ça. Fait que c'est exactement le type de données qui est utile pour nous, là. Tu sais, quand tu dis à Montréal, c'est presque le double que sur le territoire le reste du Québec. C'est Mhm. absolument incroyable. Fait que c'est quelque chose qui vient appuyer puis justifier le fait qu'on a plus investi à Montréal. Ça, c'est pas de la discrimination, c'est parce que c'est nécessaire, tu sais, puis appuyé. Fait que je pense que oui, en tout cas, pour moi, là, personnellement, c'est comme ça que je m'en sers. Puis en passant, Sophia, un Mm. petit mot pour te dire bravo. Quelqu'un de la DRSP qui arrive puis qui parle pas comme un robot, là, c'est Merci. super apprécié. Ouais, La joke, c'est que moi, je comprends jamais rien, fait que c'est pour ça que j'adapte mon langage. c'est parfait. Merci. Ça te rend bien plus accessible et attachant dans ta présentation. C'était bien fait. Merci. Ben, merci, mais merci Yann, c'est intéressant. Puis là, je comprends que c'est ça, cette donnée-là qui compare Montréal avec le reste du Québec est quand même intéressante pour vous. Puis j'imagine les types de population aussi, ou plus ou moins. Oui. Les types de population, c'est sûr que ben, dans les milieux scolaires, en tout cas, c'est difficile bon, cibler des jeunes qui viennent de milieux défavorisés ou à qui on peut attacher certains facteurs de défavorisation, des facteurs de risque, mais après de le faire sans les stigmatiser, c'est très difficile. Fait que, tu sais, on se concentre sur des interventions qui vont aller chercher les jeunes de façon plus universelle pour éviter de stigmatiser ces jeunes-là. Fait que peut-être, en tout cas, là, je parle vraiment en mon nom, là. Pour moi, c'est moins utile. Tu sais, c'est plus les zones qui sont intéressantes parce que c'est ces écoles-là qu'on va cibler après de façon universelle. Merci. Puis j'ai pas présenté la donnée, mais les jeunes de 12 ans et moins, là, quand on sépare en groupe d'âge, c'est aussi notre groupe le plus dans les groupes les plus à risque. 12 ans et moins? 12 ans et moins, ouais. OK. Fantastique. Merci beaucoup, Yann, pour ton intervention. C'est super apprécié. Ben, On a, il y a des gens là qui sont dans le tableau blanc en train de lire, parce que dans le tableau blanc, je vais vous le partager en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que je Comme peux ça. arrêter mon partage? Oui, tu peux partager, arrêter ton partage, puis là, je vais pouvoir, yes, continue, puis vous montrer ça. Fait que, je suis encore devant mes affaires? Ouais, je vous cache un peu, mais c'est pas grave, je vous cache pas grand-chose. Donc, dans le tableau blanc, on voit comment utilisez-vous et à quoi servent les données. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que j'ai colligé les réponses que vous avez inscrites à l'inscription. Puis, quand on dit quels sont vos enjeux en lien avec les données, il y a des gens qui ont parlé de la collecte de données peut être intrusive, il y a des enjeux de confidentialité, il y a une barrière de langue. Puis je voulais soulever ça parce que je trouve ça intéressant. Il y a ma collègue Rachel qui, par rapport à la langue, dit ben ça pourrait être, puis là c'est comme presque une donnée manquante, mais il y aurait peut-être un besoin de traduction du module MESAM. Je sais pas Mhm. l'acronyme tient pourquoi là, mais c'est le module de collecte de données sur l'insécurité alimentaire là, qui est les questions officielles. Module d'enquête sur la sécurité alimentaire des ménages. Merci. Donc, qui pourrait être traduit dans d'autres langues pour faciliter la collecte de données auprès de communautés ethnoculturelles, donc les minorités ethnoculturelles. Donc, ça pourrait être super. J'aime beaucoup la proposition, Rachel. Merci beaucoup. Je sais pas si tu voulais la commenter un peu plus. Ouais, mais je suis d'accord, ça rentre effectivement dans les limites. Tu sais, on rejoint pas des gens qui parlent pas français ou anglais, là, évidemment. Mhm. Rachel, avais-tu des choses particulières à dire par rapport à ça? Ah, c'était juste que le module qui est basé sur le module utilisé aux États-Unis était traduit dans d'autres langues, par exemple une langue autochtone ou même en chinois. On regardait ça parce qu'avec l'Alliance alimentaire asiatique, on voulait récolter des données. Donc, je cherchais, il y a vraiment un module qui a été validé à San Francisco,
mais c'est pas largement utilisé. Puis déployer ça sur différentes langues, c'est un défi aussi. Donc, je mentionne ça. On pourrait catégoriser mon post-it si c'est pas la bonne place. Désolée. Non, c'est parfait. Merci. Il y a, il y a Marlène Gaudreau qui demande, pour être capable de croiser vos données avec ECR, c'est que vous utilisez les mêmes formulations qu'eux pour les questions relatives à l'insécurité alimentaire? Marlène, je pense que toi, tu es dans une DSP, hein? Parce que, en fait, les données, Oui. l'ECR a un module sur l'insécurité alimentaire. Puis après ça, l'ECR a aussi des questions parce qu'il est attaché. OK, l'enquête canadienne sur le revenu, elle est attachée à l'enquête sur la population active. Puis là, il y a des questions sur le revenu, la taille du ménage, l'appartenance ethnoculturelle, le logement, etc. Fait que là, on est allé voir, on est allé voir le questionnaire. Puis pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on pouvait croiser. Puis après ça, il fallait faire la demande à l'Institut statistique du Québec, donc l'ISQ. Puis eux, ce qu'ils font, c'est gratuit. Vous pouvez les contacter, ils font les croisements, puis ils nous renvoient ça. Ah ouais, ok. À l'Institut de la statistique du Ouais, Québec? Ah ouais, OK. Good, merci. de rien. Puis là, après, ça dépend. Je sais pas dans quelle région, mais c'est ça, ça dépend du nombre C'est de exactement. répondants. Fait qu'il faudra voir s'il y a assez de répondants pour pouvoir le faire. Le nombre, le N que tu parlais tantôt. Ouais. Ouais, c'est ça, ça m'a un petit peu fait un point d'interrogation tantôt. Je disais, si Mhm. à Montréal, il en manque, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, on n'a pas une grosse densité de population, là, ni un grand N en général. Fait que- Mhm. Mais C'est ça. on va tenter. Ouais, ça vaut la peine de leur demander pour voir. Merci. De rien. J'aime ça, les liens interrégionaux aussi. Fantastique. Donc, le tableau blanc reste à votre disposition. Continuez à écrire vos idées là-dedans, puis même si c'est pas dans une case, tout est apprécié, tout commentaire est apprécié. Le chat continue à être disponible. Merci beaucoup, Sophia, pour ta présentation. On va revenir certainement à tes questions un peu plus tard. Et puis, c'est maintenant qu'on va passer à la présentation des tables de quartier de l'Ouest de l'île. Donc, Marie-Hélène et Roxana, le contrôle est à vous. Merci beaucoup à Erika. On va partager l'écran. Est-ce que tout est correct? Oui, ça marche. Super. Mais premièrement, merci Erika de nous inviter à Marie-Hélène et moi. Les deux, on est des chargés de projet et on travaille à deux tables de quartier qui couvrent tout l'ouest de l'île. Puis on va vous parler un petit peu plus aussi sur l'ouest de l'île, mais aussi sur notre stratégie de collecte de données locales liées à l'insécurité alimentaire. Euh, Parce que on veut vous parler des données, mais surtout des données, qu'est-ce qu'elles révèlent pas euh, au niveau macro. Alors, l'objectif de notre présentation, c'est vraiment de vous amener dans un changement de regard, comprendre et voir autrement, comprendre pourquoi les données locales sont essentielles, vous montrer comment on les a collectées, vous partager c'est ce qu'on a découvert, mais surtout réfléchir ensemble à ce qu'on va faire avec tout cette donnée. Parce que sinon, ça sert à rien à avoir les données si on change rien puis on les utilise pas. Euh, mais une petite évolution avant sur les données, on sait toujours que la pandémie a changé beaucoup, côté besoins aussi qui ont considérablement évolué. Alors, les données statistiques de 2021 reflètent pas toujours comme la réalité puis les effets de la pandémie. Plus récemment, les deux tables ont parcouru une étape de développement des plans de développement social à l'année 2023-2024
pour les nouveaux plans quinquennaux de 2024 jusqu'à 2029. Et plus récemment, les deux tables à travers les projets CISA, soutien aux initiatives en sécurité alimentaire, l'année passée, on a fait une mise à jour, une validation et une collecte des données hyper locales parce qu'on a trouvé que il fallait revenir au réel, tout ce que c'était vécu sur le territoire. Mais avant de continuer, on vous invite, on aimerait vous poser une question parce que je pense que c'est relevant surtout pour l'ouest de l'île. Quand vous pensez à l'ouest de l'île, vous pensez à quoi? Et il faut pas répondre tout de suite, mais juste garder en tête peut-être l'image que vous avez sur l'ouest de l'île. Des fois, c'est comme des grands espaces verts, des grandes maisons, du confort. Puis c'est sûr que c'est ça l'image, une image d'un territoire favorisé. Puis Marie-Hélène et moi, on va essayer de bousculer votre perception et vous montrer la réalité. Parce qu'on sait que comme la perception n'est pas une perception fausse, c'est ce que les gens pensent quand ils pensent à l'ouest de l'île, mais comme territoire, c'est une vaste territoire, ça couvre une tiers de l'île de Montréal, 150 km². On couvre 2 arrondissements de la ville de Montréal et 8 villes défusionnées. On a les territoires de 2 tables de quartier dans les 2 nuances de mauve, le sud et le nord. Mais comme en général, tout ce que c'est à l'ouest de l'autoroute 30, c'est considéré comme l'ouest de l'île. Et il y a aussi 9% des résidents qui sont en dessous le seuil de faible revenu. Et cette réalité est inégalement répartie et souvent invisible. Alors, des fois, c'est ce qu'on voit, ça dépend beaucoup d'où on regarde pour cette perception. Parce que la réalité est une réalité qui est différente. 90% du territoire, c'est un désert alimentaire. C'est beaucoup, hein, quand on pense 90%. Alors, pour beaucoup de gens, manger, c'est pas si simple parce que il faut se déplacer. Il y a peu de commerces qui sont accessibles à pied. Puis il y a une forte dépendance à la voiture. Juste pour vous donner un petit exemple ici, pour faire l'épicerie en transport en commun, c'est vraiment une tâche pour une personne qui, alors, en transport en commun, qui n'a pas accès à une voiture. C'est soit beaucoup de marche, et ça prend beaucoup de temps. Soit c'est comme ça prend environ 1 heure et demie aller retour pour faire ses courses. Alors, faire son épicerie, ça peut devenir un parcours d'obstacles à l'ouest de l'île. Et aussi, un des constats clés lors de nos démarches de l'année passée, c'est que une personne sur deux sont en situation d'insécurité alimentaire. Alors, c'est un niveau beaucoup plus élevé que prévu. Puis, ça se peut que on a passé à côté de ça parce qu'on regardait de plus loin. Je vais inviter Marie-Hélène à nous parler un petit peu. Merci, Roxana. Donc, juste pour remettre tout le monde, pour repaysager tout le monde. Donc, l'enquête canadienne sur le revenu collecte des données nationales, provinciales, et ce que Sophia nous a présenté aujourd'hui, c'est au niveau régional. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va vraiment parler, c'est des données hyper locales et locales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Des données locales,
c'est des données qu'on peut collecter pour le plus petit secteur statistique pour la collecte de données qui s'appelle une aire de diffusion, qui peut avoir de 400 à 700 personnes environ, donc ça peut être comme un mini-quartier. Et données hyper locales, on parle vraiment de niveau de rue. Donc, je repasse la parole à Roxana. C'est ça, c'est c'est ce qu'on a essayé, c'est de changer de posture puis vraiment zoomer sur le hyper local. Puis qu'est-ce que ça permet, c'est de comprendre un petit peu plus les besoins réels, adapter les services et interventions, aussi renforcer le plaidoiement, mobiliser les citoyens. Puis, je pense le plus important, c'était de rendre visible l'invisible. Parce qu'il y a beaucoup des besoins qui sont non comblés par les services existants, qui on a voulu mieux comprendre les barrières à l'accès aux services, puis, comme je disais avant, vraiment de repérer les personnes isolées et leurs besoins. Alors, les barrières, on les sait, c'est accessibilité physique, critères admissibilité, manque d'information, isolement social et stigmatisation. Puis des fois, ça, on ne le trouve pas peut-être toujours dans les données. Les données quantitatives, oui, sont vraiment importantes, mais les données qualitatives aussi, parce que il faut comprendre les vécus pour vraiment être capable d'analyser les données. Puis on pense que les deux ensemble, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension, un meilleur portrait de qu'est-ce que ça existe, parce que les deux sont essentiels et complémentaires. Marie-Hélène. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de notre méthodologie, de notre approche. On a commencé avec une étude cartographique, on a fait un sondage assez approfondi et des groupes de discussion, des focus groups. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, notre étude cartographique, on s'est fié notamment sur deux outils, sur la carte des tables de quartier et le géoportail de l'INSPQ. Et on a utilisé un outil simple, Google Maps, pour faire notre cartographie. Ici, c'est notre approche, un survol de notre approche de porte-à-porte, de sondage. Donc, on voulait vraiment s'y prendre avec différentes approches pour aller chercher différentes populations. Comme par exemple, via nos réseaux, via les organismes communautaires, puis les infolettes, les personnes qu'on rejoint, c'est des personnes connues des services. Par contre, quand on va sur le terrain, puis on fait du porte-à-porte, là, on va chercher des personnes qui ne sont pas connues des services, qui ne connaissent pas les services, et parfois même des personnes très isolées, qui n'ont aucune idée des services qui pourraient les aider. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les focus groups, on a organisé 5 groupes de discussion dans 5 quartiers différents. On a une participation de 45 citoyens et citoyennes. Les échanges ont été très enrichissants. Prochaine diapo. Et maintenant que vous avez une idée de notre démarche, on va vous parler un petit peu des résultats intéressants qu'on trouve intéressants. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a... non, c'était pas surprenant pour nous découvrir qu'il y a des énormes disparités entre les différents quartiers. Il y a plusieurs îlots de défavorisation, des secteurs qui sont exclus des services à cause des biais et des iniquités territoriales au niveau des financements et des prises de décision. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, voici un exemple de notre étude cartographique du nord de l'ouest de l'île. Donc, tous les petits secteurs colorés représentent le nombre de personnes vivant sous le seuil du faible revenu. Donc, comme vous pouvez constater, c'est un territoire très hétérogène avec beaucoup de petits îlots de vulnérabilité, de défavorisation. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, je veux que vous gardez en tête ce petit secteur-là, qui est l'îlot Château-Pierrefonds. La prochaine. Donc, dans le même petit secteur, on trouve des énormes maisons de 1,4 à 3,9 millions, des condos de luxe,
Et à l'autre extrémité de l'aire de diffusion, on retrouve un immeuble locatif où vivent la majorité des personnes sous le seuil de faible revenu dans cette aire de diffusion. Donc, 135 personnes sous le seuil du faible revenu et 185 ménages qui consacrent plus de 30 de leur revenu au loyer. Donc, c'est vraiment un exemple de l'Ouest de l'île. C'est la différence des extrémités. Prochaine. Donc, dans ce même secteur que vous voyez avec les pins bleus et mauves, l'îlot Château-Pierrefonds, on a décidé d'approfondir un petit peu notre analyse. On a été curieuse d'aller voir les zones desservies par les écoles et quelles sortes de populations habitent dans cette zone et les familles qui fréquentent l'école. Donc, ça, c'est la zone pour... la dernière, merci. Pour l'école Sainte-Geneviève-Ouest. Donc, dans cette zone-là, presque 10 des adultes vivent sous le seuil du faible revenu et 14 des jeunes de moins de 18 ans. Et malgré cette pauvreté marquée, cette école-là n'a pas de programme alimentaire scolaire. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, ici, on a fait une différente analyse. On a pris en compte dans chaque aire de diffusion qui est dans la zone desservie par l'école, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil du faible revenu. Alors, quand on regarde les écoles Perce-Neige, Arfand-des-Neiges versus Sainte-Geneviève, on constate que les profils sont très similaires. Si tu peux cliquer, s'il vous plaît. Même au niveau des pourcentages, très similaires. 8 des jeunes de moins de 18 ans qui sont sous le seuil du faible revenu à Perce-Neige versus 10 à Sainte-Geneviève, pareil pour les adultes. Un autre clic, s'il vous plaît. Mais malgré ça, Perce-Neige a un index de milieu socio-économique de 9 qui le qualifie pour un programme alimentaire scolaire versus Sainte-Geneviève qui a un index de milieu socio-économique de 6 qui veut dire qu'ils n'ont pas de programme alimentaire scolaire malgré le profil de pauvreté très similaire dans les zones desservies par les deux écoles. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi l'indice du milieu socio-économique? Mon essai de simplifier ce calcul-là, essentiellement, c'est un calcul qui va aller attribuer un indice socio-économique à chaque élève qui fréquente l'école, puis qui va utiliser ce calcul-là pour l'école au complet. Mais ce qui est différent, c'est que ce qui donne beaucoup de poids au calcul, c'est le niveau de scolarisation de la mère et aussi l'activité sur le marché du travail des parents. Mais le 2/3 est la scolarisation de la mère. Donc, on croit que c'est un angle mort avec l'école Sainte-Geneviève, que l'index des milieux socio-économiques sous-estime les besoins quand les mères sont éduquées, mais hors emploi. Par exemple, les demandeurs d'asile. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, ici, on s'est amusé un petit peu avec les données du Conseil SAM, avec leur rapport sur les financements en sécurité alimentaire, pour répondre à ma curiosité de l'équité territoriale. Donc, j'ai pris ces données-là et j'ai calculé relatif au nombre de personnes vivant sous le seuil du faible revenu dans chaque arrondissement. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, à Pierrefonds-Roxboro, c'est 3 par personne. Île-Bizarre, 13 par personne, un petit peu mieux. Mais quand on compare à l'autre extrémité, on parle de 52 par personne à Rosemont versus 147 à la Chine. Donc, on voit très clairement qu'il faut renforcer l'équité territoriale. Prochaine. Prochaine. Je vais repasser la parole à Roxana. Oui, merci Marie-Hélène. Alors, on a ressorti les enjeux les plus importants de notre sondage puis focus group. Puis on a essayé, comme vous avez ici, les données qui sont collectées ont servi comme piste des solutions possibles. Alors, en ce qui concerne le transport, on a plus qu'un répondant sur 4 qui n'a pas accès à une voiture pour faire son épicerie. Puis vous souvenez l'exemple de qu'est-ce que ça veut dire faire l'épicerie sans voiture à l'Ouest de l'île. Aussi, ici, la table de quartier Nord propose un projet d'étude de faisabilité pour une navette pour faire l'épicerie. Et vous avez, comme j'avais dit, en bas ici à gauche, les résultats qui proviennent du sondage ou focus group en ce qui concerne le transport. Accès économique,
on a le manque d'argent qui limite l'alimentation, les coûts des aliments qui freinent la capacité à cuisiner et différentes pistes de solutions comme marché, épicerie solidaire, coopérative, aussi repas communautaires, cuisine collective. En ce qui concerne l'accès aux aliments culturels, on a le manque d'accès aux ingrédients culturels qui limite la capacité à cuisiner. Possibles pistes de solutions, on a les marchés, épiceries culturelles, coopératives alimentaires, repas communautaires, cuisine collective. Puis aussi, on a à titre d'informations diverses les membres de la coopérative Cloverdale, qui est la plus grande coopérative, je pense, au Canada, une coopérative d'habitation vraiment multiculturelle. Et les résidents cultivent pondu, qui est vraiment sont des feuilles de manioc qui sont utilisées dans la cuisine congolaise. Alors, ils ont commencé à faire ça parce qu'ils ne trouvaient pas de l'acheter ailleurs dans une épicerie locale. On a aussi le manque de temps pour cuisiner en sur 2 personnes et le manque d'énergie pour cuisiner. On a 2 personnes sur 5. Pour ça, comme piste de solution, on a les cuisines collectives qui des repas à santé et valoriser, partager équitablement les territoires. Aussi, tout ça, ça a ressorti dans les focus group et les sondages, comme 2 personnes sur 3 souhaitent davantage des marchés mobiles solidaires. 1 personne sur 2 veut des coopératives alimentaires et des repas cuisinés ou cuisine communautaire. Et 2 personnes sur 5 veulent plus d'espace de jardin et d'ateliers de cuisine. Marie-Hélène. Merci. On ne voulait pas seulement vous présenter des données, mais aussi peut-être partager nos bons coups, des bonnes pratiques. Ceux qui sont intéressés à faire une démarche similaire pourraient essayer. Donc, notre numéro 1 bon coup, c'est vraiment d'impliquer les partenaires communautaires en amont. Donc, comme vous voyez ici, les beaux commentaires qu'on a reçus de nos partenaires, ils l'ont vraiment apprécié et ça a ouvert des portes. Par exemple, Centre Action bénévole qui s'occupe de la popote roulante nous a permis de faire un petit projet pilote où les bénévoles apportaient une copie des sondages à leur clientèle le mardi et ensuite allaient les chercher le jeudi. C'est vraiment parce qu'en les impliquant, en les mobilisant en amont, ça a créé un lien de confiance et un sentiment d'appartenance dans la démarche. Prochaine, s'il vous plaît. L'autre bon coup, c'est de mutualiser quand c'est possible. Donc, on travaille en mutualisation avec le CIUS sur leur plan particulier d'intervention pour les aléas climatiques. Donc, pour celui spécifiquement pour les froids extrêmes, le PPI froid extrême, on a inclus des questions dans notre sondage parce que les mêmes populations qui sont disproportionnellement impactées par les aléas climatiques sont impactées par la sécurité alimentaire. Un autre bon, un petit truc assez simple mais efficace, on a utilisé des tablettes. Donc, quand on est allé porte à porte, on apportait nos tablettes et puis on posait les questions aux gens et on complétait les questions. Ça l'aidait souvent à engager les gens à vouloir participer. Puis aussi aux événements communautaires, c'était très pratique. Notre autre bon coup, comme les partenaires communautaires, c'est vraiment d'aller vers les gens et de ne pas s'attendre qu'ils viennent à nous. Parce que les méthodes passives ne fonctionnent pas. Donc, oui, c'est un investissement de ressources humaines, mais ça vaut la peine. En tout, jusqu'à présent, on a à peu près 350 réponses au sondage, qui est quand même respectable pour un sondage territorial. Prochaine, s'il vous plaît. Un autre bon coup, c'est de demander le code postal au complet, parce qu'avec ça, ça nous a permis de faire des analyses croisées assez intéressantes. Donc, on travaille en collaboration avec Alima et Julie Delorme qui est avec nous aujourd'hui du Centre Alima sur leur projet de panier à provisions nutritifs et économiques. Donc, on a été choisi
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a été choisi comme un des arrondissements. Puis grâce à nos données, on a pu aller voir celle d'avant, c'était où les personnes magasinaient. Donc, on a pu vraiment diviser par secteur puis savoir quelle épicerie les gens fréquentent. Prochaine. Un autre bon coup, c'est d'utiliser le sondage comme un moteur de mobilisation citoyenne. Donc, on a utilisé le sondage puis les focus group pour créer une base de données, pour demander le consentement aux gens, pour recevoir des communications, puis participer aux différentes étapes des démarches. Donc, puis 1 tiers à 2 tiers des répondants ont levé la main pour s'impliquer. Prochaine, s'il vous plaît. Un autre bon coup, c'est d'impliquer les gestionnaires. Donc, on est allé vers les gestionnaires des centres commerciaux pour demander leur permission de faire le sondage devant le Super C. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que comme vous voyez dans la carte, les secteurs avec les petites lignes pointillées, ça, c'est tous des blocs appartements qui étaient très, très difficiles d'accéder. Donc, on s'est posé la question, quelle autre façon qu'on peut se prendre pour aller rejoindre ces personnes-là? Et c'est pour ça qu'on a décidé de demander aux gestionnaires de faire le sondage devant le Super C. Et j'encourage aussi les gens à le faire pour les immeubles locatifs. Prochaine. Donc, je repasse la parole à Roxana pour terminer notre présentation. Merci, Marie-Hélène. On sait qu'on a quand même des limites à notre démarche. On sait qu'on n'a pas atteint tout le monde, que c'est difficile surtout d'atteindre les personnes isolées, que certaines réalités échappent encore, qu'il y a des incohérences entre les données des arrondissements et les villes défusionnées, que les méthodes passives ne suffisent pas. Puis surtout que ceux qu'on ne rejoint pas sont souvent ceux qui ont le plus besoin. Alors, je pense qu'il faut on veut aller plus fin si possible, aller plus proche, aller plus juste, collecter des données plus granulaires et mieux documenter les groupes invisibles si possible. Et comment on a mentionné avant, vraiment combiner les méthodes quantitatives et qualitatives. Parce que c'est ce que les données nous permettent, c'est de mieux cibler les initiatives locales, renforcer la concertation, vraiment prioriser les investissements financiers et en ressources humaines, puis soutenir les projets structurants. Ça nous permet vraiment de mieux cibler, de mieux investir, puis de mieux collaborer. Alors, si on revient à notre question initiale, on vous demande maintenant, est-ce que votre perception de l'Ouest de l'île a-t-elle changé après notre présentation de données? Excellent. Merci beaucoup à vous deux pour cette magnifique présentation. C'est super riche, puis j'ai beaucoup apprécié particulièrement les leçons apprises puis les bonnes pratiques pour procéder. Euh, Pardon. On a eu quand même quelques questions dans le chat, mais s'il y a des gens qui veulent répondre à la question de Roxana, euh, moi, en tout cas, j'ai été la première à avoir des billets, là, puis j'ai osé mettre dans le chat le billet classique de croire que la majorité des gens sont très riches dans l'Ouest de l'île, puis il n'y a pas de problématique d'insécurité alimentaire. C'est fantastique d'avoir ce genre de vision-là, plus hyper locale, puis de rentrer dans la granularité. Donc, bravo vraiment pour votre travail. Il y a des gens qui ont posé des questions, notamment là, puis ça s'est répondu dans le chat. Je vais remonter, mais Roxana, il y a quelqu'un qui te demande des informations. Catherine au Lab demande si tu as plus d'informations sur le projet d'agriculture urbaine de la coop Cloverdale pour la production des légumes ethniques. Moi, j'en ai Oui, pas. Je ne sais pas si Marie-Hélène a. Sinon, on peut sûrement revenir puis peut-être envoyer juste plus. une clarification. Donc, c'est un jardin communautaire, ce n'est pas un projet d'agriculture urbaine strictement, mais c'est vraiment les résidents-résidentes de la coop qui ont décidé d'expérimenter, d'être curieux,
et d'essayer de cultiver des légumes de leur culture. Mais merci beaucoup, mais juste les jardins communautaires, c'est complètement l'agriculture urbaine. Donc, c'est ça. Je vous écrirai peut-être si vous avez des référents ou genre des liens ou un document qui présente l'initiative ou quoi que ce soit, ça m'intéresserait vraiment. Merci. Yeah, une mise en lien. On a Alexandre et Laurie qui ont la main levée. Oui, c'était pour répondre à la question que vous avez posée. Je voulais juste ajouter que moi, je viens du West Island, donc j'ai vécu à Pierrefonds, à Dollard-des-Ormeaux, ben, à l'époque où j'étais encore chez mes parents. Je suis allé à l'école à Roxborough. Puis effectivement, la disparité, c'est quelque chose quand tu vis dans le West Island, que tu connais le coin, tu la vois, tu la comprends, mais elle n'est pas nécessairement visible. Puis les gens qui ne vivent pas dans West Island autour de moi, ils disent ah, mais c'est tous des riches qui vivent là, ce qui n'est pas le cas. Donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait une étude, justement, celle que vous menez, qui mette de l'avant cette complexité territoriale. Donc, voilà, c'était juste pour dire ça, puis pour vous dire chapeau pour cette démarche. Merci. Merci beaucoup. Puis encore une fois, Là, merci à Erika de nous inviter aujourd'hui. et ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à les différentes prises de contact qu'on a qu'on finit par organiser ce genre de webinaire. Moi, j'étais juste curieuse. Des fois, je manque d'attention simplement, mais le document, donc, toutes ces données-là sont disponibles dans un document qui est accessible en ligne, n'est-ce pas? On le travaille encore. Ça va faire partie des outils qu'on va développer pour faire du plaidoyer. Mais pour l'instant, c'est la présentation. Mais OK, parfait. Fantastique. Euh, Il y a des gens qui commandent que c'est super intéressant comme présentation. On avait Emma Bombola qui demandait quels sont les critères pour qu'une école bénéficie d'un programme alimentaire scolaire. Puis là, ma collègue Rachel a répondu avec toutes les informations sur l'indice de milieu socio-économique. Je ne sais pas si Emma, tu avais plus de questions par rapport à ce sujet-là. Oui, merci pour la présentation déjà. Merci aussi pour les informations. J'avais pas forcément plus de questions. Merci, c'était clair du coup dans l'explication, mais je me demandais qu'est-ce qui a justifié enfin, sur la question de la place de du niveau scolaire de la mère. Enfin, j'imagine que du coup la stat elle a été vérifiée comme importante. Et qu'est-ce qui a justifié du coup que ça soit cette statistique qui prenne le plus de poids dans cette enquête? Moi, ça m'intrigue. Si vous avez des informations, en tout cas, ça m'intéresse. on en apprend toujours. C'est un écosystème incroyablement complexe, le milieu scolaire, puis surtout les programmes alimentaires scolaires. Mais d'après ce que je comprends, c'est parce que la scolarité de la mère est liée à la réussite scolaire. Et puis les écoles Ok. essayent je dirais quasiment, c'est comme un, je ne sais pas ça que c'est le capitalisme des programmes alimentaires scolaires, mais c'est comme ils essayent de lier à des marqueurs, en anglais, des outcomes, euh, au lieu que strictement sur le besoin. Ok, intéressant. Merci. Ah, mon petit cerveau se met à rouler beaucoup quand tu dis ça, Marie-Hélène. Oui. Ben, je C'est tout mentionnais un monde. peut-être aussi le projet pilote. J'en ai pas parlé durant notre présentation. Donc, à cause de ces données, on cherche à faire des projets pilotes avec certaines écoles pour essayer de décloisonner, de briser des silos, puis de faire un travail intersectoriel pour voir comment on peut pas venir en aide aux écoles qui n'ont pas de programme alimentaire scolaire, mais où il y a clairement un besoin. Donc, à travers cette démarche, on va en apprendre beaucoup plus pour notre prochain partage. Sophia, t'as la main levée. Oui, juste pour ajouter, c'est une mesure qui est calculée par le ministère de l'Éducation depuis comme plusieurs années. Il n'y a pas eu de mise à jour. Fait que peut-être que là, c'est un signe que c'est le temps aussi de mettre à jour un peu leur moyenne, calculer l'indice. Euh, Puis malheureusement, il n'y a aucun indice qui va être parfait. Fait que c'est sûr que Ouais.
sais, puis l'autre, malheureusement, fait que malheureusement, il n'y a aucun indice qui est parfait, puis malheureusement, il n'y a pas assez d'argent pour que toutes les écoles bénéficient d'un programme d'alimentation scolaire, ce qui serait l'idéal, parce qu'il y a des élèves défavorisés dans toutes les écoles. Fait que, ouais, ça, c'est un peu le push de la situation. Ouais, mais on cherche à comprendre pourquoi deux écoles qui sont si similaires, euh, c'est de 9 puis l'autre de 6. Fait que c'est là qu'on cherche à aller trouver plus d'informations. Mm. Fantastique. On a la volonté aussi d'avoir un programme universel d'alimentation scolaire au Québec, puis on travaille fort pour ça. Donc, ces données-là pourraient aussi servir dans le plaidoyer pour ce genre de programme-là, pour démontrer que toutes les écoles méritent d'avoir de l'alimentation scolaire. Le temps file. J'ai deux personnes qui ont la main levée. Je suis pas capable de dire non, fait que je vais vous prendre, mais on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc, je sais pas, je pense que Yann, t'avais la main levée. Ouais, ben juste en 2 petites secondes, là. Effectivement, l'IMSA est quand même coup-ci, coup-ça. Fait que, dans notre équipe à la santé publique, en tout cas, on utilisait aussi, on croisait avec le comité de gestion de taxes de l'île de Montréal. Fait que si jamais, là, nous autres, c'est la meilleure idée qu'on avait eue, c'est ce qu'on trouvait qui était le plus représentatif, là. Donc, ça peut donner des idées à certains. Merci, excellent commentaire. On a Stéphanie? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Ben, je voulais juste dire, dans le fond, que les écoles, les sommes qu'ils vont recevoir, la mesure 1502, c'est basé sur le SFR et non sur l'IMSE. Donc, c'est sûr que c'est pas le même indice. Donc, des fois, ça peut peut-être expliquer la disparité, là, aussi. Mais moi, je serais curieuse qu'on garde contact aussi, là, parce qu'on essaie toujours de trouver des solutions pour essayer de répondre le plus possible aux besoins, dans le fond, dans les écoles. Donc, Marie-Hélène, en tout cas, je prends votre nom en note pour la suite aussi, là. Je trouve ça intéressant, les projets que vous avez en cours. Stéphanie, où travailles-tu? Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Ah oui, ok, merci beaucoup. Fantastique. Euh, Excellent. On va passer à la dernière petite présentation du côté de Hansik. Puis là, c'est moi qui dois partager mon écran. Donc, je fais ça à l'instant et je donne la parole. Puis là, je vais essayer de pas me montrer moi. Ça devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est beau. Ouais. Ben, bonjour tout le monde. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'une étude qui est en cours en ce moment. On a récemment commencé la collecte de données, donc qui est un portrait de l'écosystème alimentaire d'Untic. On aimerait aussi remercier grandement Erika de nous avoir invités là, à faire cette petite présentation. On va évidemment prendre moins de temps, je pense, que les deux présentations précédentes, vu qu'on n'a pas encore de données, on est encore en début de démarche. Donc, moi puis Laurie, on fait partie de Solidarité Untic, la table de quartier de Untic. Et on travaille principalement à la Maison du Monde, qui est un espace communautaire situé au sud d'Untic. On gère notamment un frigo communautaire, on a des dons alimentaires. Donc, c'est une réalité qu'on voit là au quotidien dans notre travail. Et on fait aussi partie du chantier de sécurité alimentaire. Laurie, en fait, est la coordonnatrice du chantier de sécurité. Co-coordinatrice du chantier de sécurité alimentaire. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais donc mettre l'étude en contexte dans un premier temps et dans un deuxième temps, Laurie va vous présenter la méthodologie qu'on déploie là, dans le cadre de notre démarche. Donc, cette étude-là, elle est partie de certains constats qu'on a faits et que le chantier de sécurité alimentaire plus largement a fait. Le premier constat, et c'était le plus important, là, motivateur, c'est qu'il y a très peu, en fait, il n'y a pas de données qui existent en ce moment sur les enjeux alimentaires à Untic. Il n'y en a pas du tout.
Et c'est un grand manque parce que Huntsic, c'est un très grand territoire. C'est un territoire qui est très diversifié, qui est très inéquitable. Donc, selon les différents secteurs d'Huntsic, on a des réalités tellement différentes, non seulement démographiques, mais également économiques. L'aménagement du territoire n'est pas le même, etc. Et on a énormément aussi sur le territoire d'Huntsic, énormément d'initiatives d'agriculture urbaine. On a des producteurs urbains locaux d'aliments, on a des banques alimentaires, etc. Donc, il y a vraiment, en fait, un écosystème très, très riche. Il y a beaucoup d'enjeux, mais ils ne sont pas encore documentés. Ils sont plus ou moins compris. Dans un deuxième temps, on a remarqué aussi que pour Huntsic, comme ailleurs là, sur les territoires montréalais, les études existantes sont principalement quantitatives et cartographiques. Donc, il y a des études plus qualitatives, hein, donc qui sont basées sur des témoignages, des entrevues semi-dirigées et tout ça, mais on n'a pas beaucoup. Et finalement, les études existantes, même celles qui sont plus qualitatives, elles portent souvent sur certaines dimensions spécifiques de l'alimentation. Par exemple, sur l'insécurité alimentaire, sur les services offerts de dépannage alimentaire. Donc, il y a très peu de portraits d'études qui, brossent là, une analyse de l'écosystème alimentaire plus largement. Donc, comment est-ce que ces enjeux-là se déploient sur l'ensemble du territoire? Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, c'est dans la foulée là, de ces constats-là qu'on a décidé de mener notre étude qui vise grosso modo à comprendre et analyser les enjeux et les dynamiques de l'écosystème alimentaire d'Huntsic. Qu'est-ce qu'on entend par écosystème? Donc, c'est toutes les composantes du territoire qui influencent d'une manière ou d'une autre l'alimentation. Donc, là-dedans sont inclus notamment l'ensemble des acteurs, hein, et pas seulement les acteurs qui œuvrent en sécurité alimentaire, mais également les commerçants, les députés locaux, la population, tous les organismes aussi qui n'œuvrent pas spécifiquement en sécurité alimentaire, mais qui d'une manière ou d'une autre là, vont être affectés ou vont toucher là, à ces enjeux-là. Et également, dans la notion d'écosystème, il y a tous les liens entre ces acteurs, donc la concertation, le travail partenarial ou l'absence de ceux-ci dans certains cas. Et bien sûr, dans un troisième temps, il y a tous les autres éléments du territoire qui entrent dans cette notion d'écosystème, l'aménagement du territoire, les enjeux de mobilité, les questions d'accès au logement, hein, parce que tous ces enjeux-là, en fait, parfois on a tendance à les séparer un peu en silos, mais ils sont tous liés. Donc, il y a 4 sous-objectifs là, qui découlent de cet objectif principal. Donc, dans un premier temps, il est question de documenter les besoins alimentaires de la population et des organismes locaux. Et quand on parle de population, ça va être important pour nous de distinguer les différents groupes sociaux parce que les femmes, les personnes monoparentales, les personnes immigrantes, les personnes en situation d'itinérance ne vivent pas les enjeux d'alimentation de la même façon. Dans un deuxième temps, on veut déterminer si l'écosystème alimentaire local à Huntsic est ou non adapté à ses besoins. Dans un troisième temps, il est question d'identifier les freins à l'accès à une alimentation digne à Huntsic. Je vais revenir dans peu de temps sur ce concept d'alimentation digne, tout comme les facteurs et les bonnes pratiques qui le favorisent. Et finalement, il va être question d'identifier les pistes de solutions, des réflexions et des recommandations pour renforcer l'écosystème alimentaire à Huntsic, notamment dans un objectif d'accès à l'alimentation digne. Alors, l'idée, c'est vraiment de créer, en fait, des outils qui peuvent être mobilisés par nos partenaires sur le territoire pour mieux comprendre ces enjeux-là, orienter des actions, peut-être même faire des revendications auprès des élus, etc. Donc, pour ce faire, on mobilise un ancrage théorique et conceptuel qui n'est pas encore coulé dans le béton, ce qui est normal parce qu'on est en début de processus. Puis, généralement, on recherche, en fait, ces ancrages-là sont appelés à changer au fur et à mesure de la collecte de données. C'est important de rester ouvert finalement à ce que le terrain nous donne. Malgré tout, il y a quelques orientations là, théoriques, conceptuelles qui
guide notre démarche. Dans un premier temps, on travaille avec le concept d'alimentation digne et non pas celui spécifique d'insécurité alimentaire parce que l'alimentation digne est plus large que l'insécurité alimentaire. Donc, par alimentation digne, en fait, on parle ici de se nourrir de manière suffisante en pouvant faire des choix sans stigmatisation et aussi de pouvoir donc poser une certaine agentivité dans nos choix de nourriture. Il y a également la question de la qualité, de l'adéquation de la nourriture disponible. Donc, la question de l'alimentation digne va au-delà du fait d'avoir finalement suffisamment de calories par jour. Et cette notion d'alimentation digne qui a notamment été développée par plusieurs chercheurs, des ONG, etc., elle permet de bien finalement analyser l'écosystème. Et on va adopter une perspective d'analyse territoriale. Hein? Donc, on n'est pas seulement intéressé à connaître quels sont les besoins, quels sont les services, mais comment est-ce que tous ces éléments qui vont ressortir de notre démarche, comment est-ce qu'ils s'ancrent sur le territoire et qu'ils fonctionnent finalement en système. Alors ici, il y a notamment le champ du développement des communautés qui va être très pertinent. Donc, c'est un champ d'études qui a été beaucoup développé au Québec là, à partir des années 90. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est que le développement des communautés? C'est une forme d'action collective structurée sur un territoire donné qui, par la participation démocratique des citoyens et des acteurs sociaux, cible des enjeux collectifs reliés aux conditions et à la qualité de vie. Donc, ça, c'est pas notre définition, c'est la définition d'un auteur central à ce champ, Denis Bourque. Mais donc, qu'est-ce que ça implique? En fait, au niveau de l'analyse, c'est en fait de se pencher sur les conditions de réalisation, sur les facteurs de mise en place de projets, ici de projets qui visent finalement la sécurité, l'autonomie alimentaire et tout ça. Donc, on peut inclure finalement dans cette analyse beaucoup d'éléments, notamment les pratiques des organismes communautaires, les leviers de démocratie citoyenne qui sont disponibles dans un territoire et qui sont mobilisés, les programmes locaux, donc par exemple des plans de développement, des programmes de financement disponibles, la participation également à des instances régionales comme les CIUS, les SDC également, les sociétés de développement commercial, qui jouent aussi un rôle dans l'écosystème alimentaire et dans la sécurité alimentaire plus spécifiquement, etc. Il y a toute la question de l'aménagement du territoire également. Donc, ça met globalement en contexte notre étude, mais comme je l'ai mentionné, là, notamment notre cadre théorique et conceptuel est appelé à changer en fonction de ce que nos participants, de ce que le terrain nous offre. Laurie? Oui, puis au niveau de la méthodologie, on va faire des entretiens semi-dirigés. On a déjà débuté, donc on a rencontré notamment SNAC, Banque alimentaire. On va faire des groupes de discussion. On a rencontré déjà le collectif Bienvenue, puis on continue dans cette démarche-là à un bon rythme. Puis à la fin de nos entretiens, on va faire une séance d'idéation avec les personnes qui ont participé pour discuter de nos résultats, avoir les rétroactions aussi des personnes, pousser des réflexions. Ensuite, Alexandre l'a déjà dit un petit peu, mais le profil des participants va aller au-delà là, des acteurs, des actrices en sécurité alimentaire. Donc, ça va être des personnes du milieu communautaire, institutionnel, des commerces, la SDC et des résidents et des bénéficiaires de nos services. Donc, nous, comme on dit, on a un frigo communautaire, on a des ateliers de cuisine. On veut éventuellement faire des cuisines communautaires à la Maison du Monde. Donc, on est quand même très actifs dans le milieu de la sécurité alimentaire à Atlantique. Puis ensuite, pour notre calendrier de réalisation, donc là, hiver, printemps, été, on est à fond dans notre collecte de données. Ensuite, à l'été 2026, on va être dans l'analyse, rédaction des rapports. Puis, à l'automne 2026, on a un partenariat avec le Collège UNSIC, le département de design. Donc, la demande a été acheminée, mais on aimerait ça présenter nos résultats là, donc, d'une façon à déterminer. Après ça, c'est sûr qu'on va rédiger un rapport, puis on aimerait ça peut-être faire des expositions pour présenter nos résultats sous forme de 5 à 7, aussi peut-être au Forum alimentaire l'année prochaine, Forum alimentaire Antique-Cartierville,
qu'on a fait le 26 mars d'ailleurs. Puis sinon. Ouais. Puis en fait, ces outils de diffusion, parce que bon, un rapport, c'est super, super pertinent pour nos partenaires notamment, mais dans un souci de diffusion des données, ben, la création de ce matériel d'exposition va permettre de diffuser nos données à un plus grand nombre de personnes. Donc, comme Laurie l'a mentionné, c'est des panneaux d'exposition qui peuvent se promener là, entre les différents lieux, les différents événements. Puis peut-être pour rapidement venir, en fait, revenir au profil des participants, ben, ce qu'on trouve intéressant, c'est d'interviewer, par exemple, des organismes qui œuvrent plus dans le domaine de la famille, donc de la famille, de l'immigration, de l'itinérance, du logement. Donc, c'est pas des organismes auxquels on pense nécessairement quand on pense à l'écosystème alimentaire ou à l'insécurité alimentaire, mais souvent, ces organismes-là, du moins, il y a un type qui vont organiser des cuisines collectives, ils vont recevoir des dons alimentaires, donc ils font partie de la solution, ils font partie de cet écosystème. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on veut vraiment aller plus loin que les acteurs un peu plus classiques, si l'on veut. Ouais. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont discuter aussi plus avec les bénéficiaires que les banques alimentaires. Les banques alimentaires vont faire la distribution alors que ces organismes-là vont avoir en discussion. Donc, c'est quand même de l'information importante. Ouais. Puis ils vont permettre aussi de nous, en fait, de nous ouvrir les yeux sur les réalités alimentaires spécifiques, par exemple, aux populations immigrantes, aux femmes, aux personnes LGBT également, parce que sur notre territoire, on a l'organisme Projet 10. Donc, il y a, c'est ça, donc, il y a toute cette diversité, finalement, de profils qui va ressortir de nos données. Donc, je ne sais pas si Laurie avait un élément à rajouter. Moi, ça va. Ouais. Parfait. Donc, voilà, ça fait le tour. Puis, merci encore pour cette invitation. Oui, merci à vous pour votre partage. C'est fantastique. Je trouve ça super là, de ne pas s'en tenir qu'aux organisations qui ont la sécurité alimentaire comme mission, puis d'aller plus loin. Je serais curieuse, j'ai une question d'emblée, puis là, j'ouvre la parole. Encore une fois, on réouvre pour tout le monde. Là, si vous avez des questions pour Alex et Laurie sur que ce soit sur leur méthodologie ou certains aspects de leur initiative, vous êtes les bienvenus. Moi, je serais curieuse de savoir, a priori, c'est qui supporte cette initiative? Comment c'est c'est beaucoup d'énergie, là, ce que vous allez entamer. C'est financé ça doit être, j'ose croire que c'est financé par quelque chose, un programme en particulier. Comment vous faites? Ce n'est pas financé. C'est un projet qu'on fait conjointement avec le chantier sécurité alimentaire, mais c'est moi et Alexandre à travers notre... Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est que ça rentre aussi dans notre mission en tant que table de quartier. Puis on a une certaine flexibilité aussi en tant que table de quartier. Donc, quand on identifie des besoins, des projets qui sont un peu demandés par la communauté, si on a le temps, si on a les ressources, eh bien, on se lance dedans. Mais effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais on est assidu et organisé, donc ça avance. Après, bon, le calendrier de réalisation, peut-être qu'on ne va pas réussir à le respecter parce qu'on veut rejoindre environ peut-être une 35 partenaires communautaires plus plusieurs groupes de discussion. Donc, notre nombre de répondants va peut-être atteindre la centaine, on l'espère. Donc, oui, c'est sûr que c'est un long processus. Ouais. Puis je peux aussi ajouter qu'à la Maison du Monde, on a vraiment deux principales missions là, qui sont en sécurité alimentaire puis en éducation populaire. Donc, ça cadre quand même avec nos rôles dans la table de quartier. Fantastique. Puis, donc, là, vous parlez de 35 partenaires communautaires, puis là, vous avez mentionné l'intérêt d'aller aussi vers les citoyens et les citoyennes. J'ose croire que ce volet-là va vous donner beaucoup plus, justement, d'indices sur la réalité vécue en termes de sécurité alimentaire puis des besoins. Quand vous parlez d'alimentation digne, je vais être curieuse d'en savoir plus, puis même s'il y a de la documentation par rapport à ça, parce qu'en soi, quand on parle de sécurité alimentaire, moi, a priori, de ce que je sais, ben l'agentivité, puis tu sais la qualité, puis la suffisance, c'est tous des éléments qui sont qui sont inclus dans le concept de sécurité alimentaire. Fait que je serais curieuse de mieux comprendre la différence entre alimentation digne et sécurité alimentaire en soi. Mais
Ma première question, c'était donc vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de granularité sur les besoins des personnes, des citoyens. Je trouve que le volet citoyen va être super intéressant. Peu importe c'est quoi le concept utilisé, finalement, on revient tout au même, là, puis on peut parler longtemps des concepts, mais ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce que les citoyens vivent, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis c'est ça que je trouve, je vais être très curieuse de voir les résultats de votre sondage, de votre étude par rapport à tout ça. Ouais. Puis peut-être juste une dernière parenthèse, ben c'est pour ça qu'on fait des entrevues puis qu'on adopte une démarche entièrement qualitative. Donc on mobilise pas de chiffres, on va pas compiler de données. Après, on va probablement faire référence à des données qui existent pour en fait les trianguler avec nos témoignages et tout ça. Mais on trouve que ça apporte un autre angle un peu aux enjeux alimentaires. Puis c'est deux angles qui sont nécessaires puis qu'il faut croiser justement. Donc, puis pour en revenir au concept, ben, en fait, Laurie et moi, on a longtemps débattu et réfléchi à quel concept est-ce qu'on utilise. Est-ce que l'insécurité alimentaire, c'est assez vaste? Est-ce que l'alimentation digne? Mais encore là, en fait, ce sont des débats conceptuels et théoriques qu'on retrouve même dans la littérature puis qui sont un peu sans fin. Donc, les deux points se défendent. Donc, peut-être même que le concept d'alimentation digne va être appelé non seulement à changer, mais à être couplé avec celui d'insécurité alimentaire parce qu'il y a des définitions concurrentes. Donc, effectivement, ça, c'est un point qu'il faut garder en tête. C'est bon, on pourra se partager de la documentation sur ces concepts. Il y a Marie-Hélène qui demande, là, elle est curieuse par rapport au partenariat avec le Collège Antique. Est-ce que vous pourriez juste nous dire, est-ce que c'est j'avais compris, moi, que c'était beaucoup par rapport à la diffusion, puis le design pour vulgariser potentiellement, puis diffuser les résultats. Est-ce que c'est une chaire ou je sais pas trop comment ça fonctionne au Collège Antique, avec qui vous travaillez pour ça? Ben, en fait, il y a un programme de design au Collège Antique. Puis, eux, ils font plusieurs projets avec la communauté. À la table de quartier, ils font, je pense qu'ils développent en ce moment, là, nos collègues, des outils de communication avec le Collège Antique. Donc, ils sont très ouverts finalement à réaliser des projets de communauté. Alors, l'idée, c'est avec un groupe, probablement pendant la session d'automne 2026, en fait, qui réalise là, du matériel d'exposition basé sur les données qu'on va avoir recueillies. Donc, après, bon, le nombre de panneaux d'exposition va dépendre des données qu'on a, puis tout ça. Mais peut-être, mettons, une 8, 10, 12, bref, on verra. Mais donc, des panneaux qui pourront être exposés à la Maison du Monde de manière plus permanente, mais aussi qui pourront se promener un peu partout selon les besoins puis les demandes. Donc, Fantastique, ça va être super intéressant à voir. Puis j'espère que le volet panneau, en tout cas tout ce qui va être designé pour les panneaux, va être aussi disponible pour le numérique. J'ai l'impression que sur le numérique, on peut faire beaucoup de choses aussi. Puis ça serait, tu sais, moi je pense à Marie-Hélène dans ta présentation. Tu sais, j'aime beaucoup le moment où est-ce qu'on montre les maisons à 3 millions à côté des logements où est-ce que tout le monde est sous le seuil de la pauvreté. Puis je trouve que c'est très, très, très simple et visuel et très choquant à voir. Puis c'est le genre de petites capsules faciles pour sensibiliser les gens aux réalités dans les territoires puis à la réalité des citoyennes et des citoyens où est-ce qu'il y a beaucoup d'inégalités qui sont vécues. Bref. Sur ça, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui allaient être adressées, qu'on voulait adresser à Alex et Laurie. Mais sinon, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Je vous souhaite tout le meilleur pour la réalisation de toute cette étude. On ose espérer que vous réussissez à passer au travers. C'est tout un chantier que vous avez devant vous. Puis j'espère que ça va donner les résultats que vous espérez. Pour tout le monde, je vous invite à prendre le temps d'évaluer le webinaire d'aujourd'hui et donc cliquer dans dans le chat pour assurer une évaluation puis me dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment on pourrait faire en sorte que l'espace cuisine soit encore plus hot, puis qu'est-ce que vous avez apprécié ou des idées en lien avec n'importe quoi. Tous vos commentaires seront très, très, très appréciés. Je vous montre une dernière slide aujourd'hui. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire. C'est tellement un printemps intense pour le droit à l'alimentation. Puis là, je vois ma slide, puis j'ai rien dedans, mais il y a tellement de choses que je pourrais vous dire avec la semaine prochaine. Plusieurs d'entre nous seront peut-être à Sherbrooke
pour participer au sommet sur le droit à l'alimentation. Si vous pouvez pas être là, le vendredi, il va y avoir une conférence de l'Université de Montréal sur le droit à l'alimentation qui va aussi aborder des questions politiques sur le droit à l'alimentation avec notamment Malek Bataille, Boucheramanaï, député français. Bref, il y a plein des événements la semaine prochaine sur le droit à l'alimentation. Je vous partagerai ça. Pour l'espace cuisine, oui, prenez le temps d'évaluer, s'il vous plaît. Il y a des webinaires là qui se mijotent, notamment sur l'approvisionnement collectif des initiatives en sécurité alimentaire. Faut que je contacte des gens ici. J'ai des contacts de gens pour travailler plus sur l'approvisionnement justement adapté aux communautés. Je sais pas comment dire ça. Mon Dieu, j'ai ça, tu sais, les communautés ethniques. Différentes communautés montréalaises, j'oserais dire, qui ont des besoins en alimentation qui sont plus particuliers. Puis comment on fait pour y répondre? C'est quoi les initiatives? Je pense que Catherine avait une question par rapport au projet en agriculture urbaine qu'il y avait dans l'ouest de l'île. Puis il y a plein de projets que ce soit en agriculture urbaine, ben, beaucoup de projets en agriculture urbaine, en fait, qui tentent de répondre aux besoins de ces communautés-là de façon adaptée. Puis donc, j'aimerais ça qu'on explore cette question-là encore plus en profondeur. Puis, je suis en train d'évaluer la possibilité qu'on organise une petite visite sur le plateau pour explorer un groupe d'achat qui roule depuis tellement longtemps et qui fonctionne à merveille et qui est en train de faire des petits, puis il commence à avoir des groupes étudiants qui organisent leur propre groupe d'achat, puis ça va être super pertinent pour les prochains mois à venir de savoir comment s'organisent les groupes d'achat à Montréal. Donc, si vous êtes en lien avec quelconque des sujets que je viens de nommer, puis que vous aimeriez contribuer, participer de quelconque façon avec des idées, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait vraiment plaisir de réfléchir puis pousser plus loin avec vous ces différentes initiatives de webinaires ou visites ou peu importe. Puis sinon, je vous souhaite une excellente journée. Puis on se donne rendez-vous à une prochaine fois dans un événement éventuel. Donc, merci encore. Je voudrais remercier vraiment Sophia, excuse-moi, Sophia Skirali de la DRSP, Marie-Hélène Benoît de la table de quartier du Nord-Ouest de l'île, Roxana Soyeyrou de la table de quartier du sud de l'Ouest de l'île, Alex et Laurie de Solidarité Antique. Merci, c'est grâce à vous que ce webinaire a eu lieu, puis toute l'énergie que vous avez mis et que vous allez mettre sur vos projets. Donc, merci énormément à tout le monde, puis je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée, bye. Bonne journée, Merci bye. beaucoup, Erika. Bonne journée. Merci à toi. Bonne journée, au revoir.